Merci pour cet accueil. Et merci surtout à tous d'être là, ça fait plaisir de voir un amphi rempli comme ça. Pour donc vous présenter un petit peu ces travaux sur la Patagonie et sur ces îles qu'on appelle les îles aux glaciers de marbre, tout simplement parce qu'elles sont en marbre, donc un calcaire, et qu'elles ont un peu une morphologie qui ressemble un peu à des glaciers. J'appartiens au laboratoire Editem, enfin, j'ai cette chance, hein, on est dans une super université, et moi je suis plutôt un personnel du CNRS, et ces travaux sont faits dans un cadre qui est celui d'une association à la fois de sciences et d'exploration, qui a un côté chilien et un côté français, qui est l'association Centre-Terre. Donc n'hésitez pas, si vous voulez, après, plus tard, aller voir notre site internet. Vous y retrouverez aussi d'autres travaux de recherche qui sont menés par d'autres universités, même si l'Université de Savoie-Mont-Blanc et le CNRS sont particulièrement impliqués là-dedans. Allez, on y va. On est en Patagonie. La Patagonie, c'est vraiment la pointe sud de l'Amérique du Sud, hein. C'est cette région, ce n'était pas un pays, c'est une région au sens région naturelle. On va s'intéresser, nous, particulièrement à deux îles particulières qui sont ici, l'île de Madre de Dios et l'île de Diego de Almagro. Et on va y explorer et découvrir des grottes, des gouffres qui sont les plus au sud du monde, par, vous voyez ici, 50 à 51 degrés de latitude sud. Alors, la Patagonie, souvent, se divise en deux mondes, en deux régions naturelles, hein, qu'on confond un peu et qui sont pourtant faciles à distinguer, hein. On est sur deux pays principaux qui sont le Chili, ici à l'ouest, et l'Argentine, ici à l'est. Nous, on est plutôt dans ce secteur-là, hein, la Patagonie des glaciers, la Patagonie des cénos, des fjords. Donc un ensemble de canaux et d'îles qui forment cet archipel absolument incroyable qui va s'étaler, vous voyez, d'ici de 55 degrés de latitude sud jusqu'à environ 40-45 degrés de latitude sud. Et puis vous avez ici la Patagonie qui est plutôt celle de la Pampa, des grandes plaines herbacées où il y a des moutons, et puis Florent Pagny qui chante les cheveux au vent. C'est un peu plus cette Patagonie. Alors nous, on n'est pas là, on est là. Et vous allez voir qu'on est aussi les cheveux au vent, mais c'est un peu plus humide. Alors j'aime bien démarrer par cette petite carte, c'est un petit peu aussi pour dire que nos travaux s'inscrivent dans une démarche qui est celle quand même d'une exploration. C'est-à-dire qu'on continue finalement l'œuvre d'exploration, un peu comme le faisaient les anciennes expéditions. Et on est ici sur la première carte de la Patagonie, qui est ici la représentation faite par Pigafetta lors du voyage de Magellan, la première traversée, la première circumnavigation. Le nord est en bas. Et la progression ici du bateau se faisait ici en progressant vers le sud. Ils ont franchi le détroit de Magellan, ils ont rejoint le fameux océan Pacifique. Et donc ils ont décrit et baptisé cette région ici, la région de Patagonie. Alors après, pendant plusieurs siècles, ça ne devait être qu'une succession d'exploration et de cartographie. Et ici, le détroit de Magellan, hein, nous on va se situer beaucoup plus au nord, qui est relativement bien cartographié dès le 15e, 16e siècle. Mais la région des archipels de Patagonie, ici, qui n'est pas un gros enjeu ici d'exploration et de commerce, ne sera cartographiée que bien plus tardivement, au cours du 19e siècle notamment. Et on a même des cartes encore du 20e siècle où il y a encore beaucoup d'erreurs cartographiques. Bon, maintenant, évidemment, c'est réglé. Mais même au milieu du 20e siècle, il y a des îles qui n'étaient pas encore identifiées comme des îles. C'est assez intéressant à voir. C'est aussi un secteur qui est connu pour ses passages anciens, comme ici le passage de Darwin, c'est le passage du Beagle, le HMS Beagle qui passe quand Darwin est tout jeune. Darwin qui rencontrera d'ailleurs les Indiens de Patagonie, dont je vous reparlerai un petit peu après. Dans le secteur de Madre de Dios, plus particulièrement, il y a une croisière qui a particulièrement été marquante, c'est la croisière de l'Alert, qui a fait vraiment des descriptions géographiques intéressantes. Là, on est fin 19e. Alors nous, on s'inscrit dans cette tradition, je dirais, c'est-à-dire explorer, découvrir, partager aussi, et donc parcourir ces espaces exceptionnels. On est ici sur ce type de paysage, des surfaces de calcaire ou de marbre, marbre étant des calcaires qui ont subi un peu de métamorphisme, un peu chauffé, un peu mis en pression. Et on a une roche qui est à nu et qui va subir les affres de la dissolution, de l'érosion, et qui donne ces paysages tout à fait spectaculaires, ici en façade pacifique, mais aussi dans les canaux de Patagonie. Alors voici le type de relief, hein, c'est tout à fait original, c'est ce qu'on appelle des karstes ou des surfaces lapiazées. On en trouve ici dans les Alpes, hein, dans les préalpes ou dans les chaînes subalpines, notamment je pense au désert de Platée, le secteur de Flaine, où il y a des paysages tout à fait similaires, mais là c'est évidemment beaucoup plus spectaculaire et beaucoup plus exacerbé, essentiellement parce que les conditions météorologiques sont bien plus impressionnantes. Il pleut
jusqu'à 10 mètres d'eau par an. Alors les activités qu'on va y mener, bon, c'est d'abord des activités d'exploration et de spéléologie. Donc on a une équipe de spéléologues assez aguerris qui va, au cours des expéditions, parcourir un certain nombre de cavités, les décrire. Mais on va mener aussi toute une série de chantiers, comme ici des travaux de prélèvement biologique avec des collègues en particulier de l'IRD, des travaux de paléontologie ici sur un ossuaire de baleine qu'on a découvert en grotte. Et puis aussi, j'en parlerai un peu plus à la fin, des aspects archéologiques ou anthropologiques, puisqu'évidemment, nous n'étions pas les premiers, et on retrouve là les traces des Indiens qui ont peuplé ces archipels. Alors les conditions de navigation et d'organisation sont basées sur des déplacements dans ces cénaux, dans ces fjords, dans des conditions qui sont parfois assez difficiles, 10 mètres d'eau par an, et on a des conditions météorologiques qui sont relativement exacerbées, que ce soit sur les bateaux ou que ce soit à terre. À terre, on se déplace souvent voilà, dans ce type de météo. C'est assez pourri. Ce n'est pas vraiment froid. C'est du climat ce qu'on appelle subpolaire. On est dans une ambiance un peu irlandaise, mais un jour de pluie, mais tout le temps. C'est un peu ça tout le temps. La succession de nos expéditions, donc ici, vous voyez, sur 25 ans, depuis la première découverte en 1995, découverte, le mot est fort. Un collègue du laboratoire de Bordeaux, Richard Maire, qui est directeur de recherche au CNRS, lit un article en chilien et on décrit dans cet article quelques paysages qui ressemblent à des grottes. Et il décide de monter une toute petite expédition, ils sont 4, et il repère déjà à Diego de Almagro, dans la partie sud, quelques cavités, qui donnera lieu à une expédition un peu plus importante en 1997. En 2000, on crée une première expédition, cette fois-ci sur le secteur de Madre de Dios. Ça a été une grosse expédition qui avait d'ailleurs à l'époque donné lieu à un film et à un prix Rolex, et puis aussi au soutien de National Geographic. Et puis ensuite, on va faire une série d'expéditions, 2006, 2008, 2010, toujours dans le secteur de Madre de Dios. On reviendra en 2014 sur Diego de Almagro, donc plus au sud. Et puis les 2 dernières expéditions, 2017-2019, qui viennent de se dérouler. 2019, donc j'y étais encore en janvier dernier. Et on commence déjà entre nous à discuter de la prochaine. Alors, la logistique est très très lourde, hein. C'est franchement très lourd. On s'organise entre nous sur quelque chose qui est globalement l'autonomie totale en nourriture, en secours, en construction, en cabane, en déplacement, en tout. Ça veut dire l'affrètement d'un container systématiquement depuis la France qui va jusqu'à Punta Arenas, puis qu'on fait transiter jusqu'à une île, et ensuite on le décharge. Beaucoup de matériel, beaucoup de bidons, beaucoup de charges. C'est beaucoup de bazar. Voilà. Et ensuite, depuis Puerto Natales, des déplacements qui nous emmènent dans différents secteurs de l'île. En général, on va surtout sur le secteur de Guarello, avec des temps de navigation qui, quand tout va bien, peuvent être de 25 à 30 heures et qui, des fois, peuvent dépasser 3-4 jours quand il y a des avaries de moteur. On est toujours sur des bateaux de type pêcheur chilien, on va dire. Donc, c'est des ambiances un peu, des niveaux de confort un peu rugueux, mais bon, finalement, on s'en accommode. Les conditions de navigation, on n'est pas des marins, on est quand même plutôt d'abord des spéléologues ou des montagnards pour certains. Donc, dès qu'on est en mer, on s'en remet aux Chiliens, on va dire. Mais ça se coud, et c'est un monde, la mer. Hein. C'est un monde. Ah, alors, je n'ai pas la maîtrise des lumières. Moi, je ne maîtrise que ce que je peux vous raconter. Je ne crois pas, parce que c'est filmé. Les conditions, donc ici, un petit peu un aperçu du matériel. Donc, beaucoup de Zodiac. À chaque fois, on a une flotte de 9 ou 10 bateaux autonomes. Beaucoup de matériel d'amarrage, des cordes et tout. Du matériel aussi pour organiser les camps. Une gestion de la communication à la fois en interne et à la fois en externe, qu'on essaie de gérer au mieux. C'est-à-dire ici avec beaucoup de petites VHF ou du téléphone satellite entre nous. Et puis même maintenant, on développe de la transmission de données vers la France ou vers le Chili, ou de la télémédecine. Voilà, avec des partenaires qui nous soutiennent selon les expéditions. Alors sur 2006, 2008, 2010, on a campé nos camps sur la base de Guarello, qui est la seule base sur laquelle il y a un petit peu d'exploitation de calcaire au Chili. On a besoin de calcaire dans les travaux d'aciérie. Et donc c'est la Compagnie des aciers du Pacifique qui exploite une toute petite carrière, qui est, enfin pas si petite, et qui est détachée du reste de l'île de Madre de Dios qui est là. Ça forme une petite unité de vie avec entre 30 et 40 ouvriers qui travaillent là, dans une ambiance un petit peu plateforme pétrolière.
Et on a été accueillis 3 années sur place, et de là, on pouvait mener nos raids. Ça nous permettait d'avoir des conditions logistiques assez confortables, avec une grande bodega pour étaler le matériel et le réparer. Depuis 2014, 2017, 2019, on est en structure légère. Nous construisons nous-mêmes notre propre unité de notre camp de base, quoi. Enfin, on ne peut pas l'appeler autrement, ou une cabane si vous préférez. Et on gère l'hébergement, vous voyez ici, sur des tentes de type, ce qu'on appelle des tentes de camp de base, qui sont des grosses tentes dômes relativement confortables, qu'on place ici sur des caillebotis pour être un petit peu protégés de l'eau. Alors les conditions de vie dans la cabane, ici c'est celle de 2014, c'était un peu intime, mais bon, on y arrive. Et puis le camp de base ici de 2017 et 2019, qui a déjà servi 2 fois, avec une cabane qui fait 42 mètres carrés. On y est en général au maximum à 25, 26, 27. Voilà. Alors on n'y dort pas, hein, on ne fait qu'y manger, et on dort dans les tentes qui sont à côté. Et donc on gère tout le matériel, vous voyez, stocké en bidon et tout ça. Là, le centre du monde de la cabane, le foyer, évidemment, c'est là où on fait sécher tout et c'est là où on se rassemble le soir. C'est toujours comme ça, c'est sympa. C'est là aussi où on organise nos missions, je dirais, c'est-à-dire en gros départ sur des expéditions, départ sur des objectifs, départ sur des projets scientifiques. Chacun arrive avec un certain nombre de choses à faire et on va organiser depuis là les départs. C'est là aussi où on arrive, bon an, mal an, à faire déjà quelques premières observations, un peu de mise au propre, un peu de communication, on a les ordinateurs, on fait de la rédaction de rapports, voilà. On profite quand même au maximum du temps qui nous est donné pour valoriser au maximum les données dans la mesure du possible sur place. Et puis de là, donc, les expés partent par petite équipe, 3, 4, 5, selon les cas. Souvent, on profite au maximum de la navigation dans les sénaux et dans les fjords, parce que c'est quand même là que c'est le plus facile pour circuler, on gagne du temps. Et ensuite, on va partir dans des circulations sur le continent, généralement en forêt, pour monter des petits camps d'altitude sur lesquels on va séjourner entre 1 et 5 nuits selon les cas. Des camps sur lesquels on va tourner et sur lesquels les objectifs vont se succéder. Et des fois on démonte, des fois on continue, on dit voilà, il y a un objectif qui continue, une équipe va s'y installer, va revenir, etc., etc. Donc on a en général en permanence 3-4 camps, on les appelle camps d'altitude ou camps éloignés, en permanence, de front. Donc sur une expé, il peut y en avoir 7 ou 8. Hein. Il nous est arrivé d'en faire dans des entrées de cavité ou dans des galeries souterraines, dans certains cas. Donc c'est des conditions un peu rugueuses, mais bon, on y arrive. Hein. C'est très humide, on y passe 3-4 jours dans des conditions un peu difficiles, mais après on revient au camp de base, et puis là, comme on dit, on fait sécher tout et on repart pour un tour. Voilà quelques photos de ces ambiances-là. Des fois, on va se cacher aussi au fond d'un petit creux dans le lapiaz pour s'abriter du vent. C'est évidemment de ça qu'il faut se cacher au maximum. Alors, première des activités, c'est tout simplement l'exploration pure et simple de nouvelles cavités. Hein. Le fait même de découvrir de nouveaux gouffres, de nouvelles cavités, c'est déjà des éléments de connaissance qui sont nouveaux et qu'on essaye d'apporter à la connaissance, et sur lesquels après on va recomposer évidemment de la connaissance scientifique. Mais c'est d'abord, ça reste très ancré dans notre démarche, celle de découvrir des nouvelles choses, et en particulier de nouveaux vides. Donc une spéléologie qui ressemble beaucoup à la spéléologie dite entre guillemets alpine, c'est-à-dire une spéléologie qu'on pratique dans le Vercors, dans la Chartreuse, dans les Bauges, c'est-à-dire des méandres, des puits, des volumes jamais très très grands, des entrées de cavités qui peuvent être des fois un peu de cette taille-là, mais ce ne sont pas des grosses grottes comme on peut le voir dans le sud de la France avec beaucoup de concrétion. C'est plutôt des cavités âpres, étroites, froides, très humides, à dominante verticale essentiellement. Vous voyez ici un puits qui fait une 50aine de mètres. C'est un peu en pointillé, mais c'est pas grave, vous arrivez à m'entendre quand même. Des méandres, c'est ce qu'on appelle des méandres, hein, c'est tout à fait, c'est-à-dire des galeries où l'eau va circuler en petits canyons avec une très très forte pente, un profil longitudinal fort, et alterner une série de puits et de méandres. C'est assez classique. Donc quelque part, on n'est pas perdu quand on est là. On retrouve une spéléologie qu'on connaît bien, pour ceux qui la pratiquent en tout cas dans les régions alpines, et on a des codes et des façons de faire qui sont très très proches de ce qu'on a l'habitude de faire. C'est plus dans les conditions extérieures que c'est difficile. Voilà, quelques drains horizontaux quand même de plus grande dimension, comme ici une galerie entre guillemets fossile, hein, c'est-à-dire une galerie abandonnée par les écoulements, qui vont d'ailleurs être des marqueurs de circulation ancienne
et qu'on va pouvoir utiliser ponctuellement. Voilà le type de progression. De l'eau, hein, évidemment, on a des problèmes de crue. Hein, régulièrement, les niveaux d'eau varient dans des proportions élevées, mais comme on le sait et qu'on est quasiment toujours dans des situations de haut niveau d'eau, on place les cordes et le cheminement en fonction de ça et on n'a jamais eu de gros soucis ou de personnes bloquées par des crues. Quelques secteurs petits, là, avec plutôt des zones d'entrée de cavité avec des cailloutis qui pénètrent. Voilà, quelques belles galeries aussi, avec quelques concrétions. Je reviendrai sur les concrétions. On n'a pas une ornementation de concrétion très importante. Hein. J'y reviendrai un petit peu après. Voilà, quelque chose comme ça. C'est jamais très spectaculaire. Si vous voulez des grandes concrétions, il faut aller dans le sud de la France, en Ardèche ou dans le Gard, ou en Chine. Les volumes souterrains sont jamais immenses. Là, on a quelques salles de temps en temps qui vont donner des volumes un peu plus importants à la faveur d'effondrements de plafond, hein, mais ça reste toujours dans des domaines modestes. Alors, un petit exemple d'exploration profonde, c'est les pertes du Mont Roberto qu'on a explorées dès les années 2000, puis qu'on a poursuivi en 2006, 2008, 2010. Et c'est typiquement le type de cavité qu'on explore, avec ici un contact, vous voyez ici, entre des roches qui sont imperméables. On les appelle les grès, mais en fait, ce sont des roches volcano-sédimentaires qui ont subi un certain nombre de pressions et de changements et de transformations qu'on appelle le métamorphisme. Et ces zones qui sont imperméables vont être le siège de ruissellement de surface. Vous voyez, ça forme des tout petits bassins versants, hein, de quelques hectares. Et au contact ici des calcaires, eh bien, on va avoir une perte. C'est tout à fait classique comme profil. On voit ici le schéma dans l'autre sens. Vous voyez ici, avec les écoulements de surface et la perte. Et évidemment, nous, eh bien, on va avoir toute une phase de prospection sur photo aérienne. Là, c'est déjà des photos aériennes assez anciennes. On dispose maintenant d'une couverture un peu meilleure. Et on va cibler ce genre de contact pour orienter, évidemment, les recherches directement sur les bons points de pénétration de l'eau dans le karst pour tout de suite avoir des cavités qui ont une dimension un petit peu importante. Donc ça, c'est des stratégies où on va avoir une lecture de la géologie et de la géomorphologie qui va nous permettre assez rapidement de conduire les explorations. Et puis, voilà, typiquement ici, la perte des sabliers, par exemple, avec une exploration ici représentée en 3D, où on retrouve ce profil avec des puits et des galeries à fort profil longitudinal. Voici aussi une topographie de synthèse, où vous avez ici la partie imperméable, ici des écoulements qui sortent de la partie calcaire, qui ruissellent en surface et qui se repèrent ici. Et à nouveau, un profil très vertical. Et systématiquement, les cavités vont buter ici sur des siphons avec peu de développements horizontaux, peu de rivières souterraines, voire pas de rivières souterraines. Un autre cas ici, la perte des lobos. Vous voyez, avec des cavités, le plus profond exploré est à moins 375. Voilà des cavités qui vont souvent aller jusqu'à 300, 350 mètres pour les plus importantes. Pour l'instant, on n'a pas eu de cavités beaucoup plus importantes. Autre cas, ici, on retrouve toujours ce contact géologique entre les zones imperméables et les zones de perte. Un profil tendu, un siphon vertical, peu de développement horizontal. On reviendra là-dessus plus tard. Alors, autre moyen d'investigation du karst, hein, c'est la plongée, évidemment. Donc, elle nous accompagne. Des plongeurs sont assez aguerris et vont pénétrer dans le karst, soit par la mer en essayant de chercher des résurgences, soit directement en fond de trou, entre guillemets, c'est-à-dire en allant directement au fond des cavités pour aller explorer ces siphons. Depuis peu, d'ailleurs, on a une équipe là, en 2019 qui a travaillé avec des recycleurs. Vous voyez, c'est ici des appareils à circuit fermé, c'est-à-dire que ça leur donne une capacité d'autonomie beaucoup plus importante, donc des durées d'exploration beaucoup plus longues et une capacité à nous ramener de la documentation, notamment topographique, assez correcte dans des temps beaucoup plus courts. Donc c'est assez efficace. Donc c'est déjà de la plongée très technique en termes d'engagement, mais ça marche. Alors, je vais vous parler un peu plus de ce qui fait mon affaire. C'est évidemment de la géomorphologie, et en particulier ce qui concerne les surfaces lapiazées, c'est-à-dire les paysages de surface. Et en particulier, un dada que j'aime bien, la dissolution des calcaires. Comment ces calcaires se creusent, et qu'est-ce qui fait qu'on arrive à ce type de paysage très spectaculaire. Alors voilà, par exemple, ces paysages très spectaculaires, ça va être ce genre de choses, ce qu'on appelle des carennes ou des cannelures de dissolution. On en trouve aussi, je vous l'ai dit, dans les préalpes, hein, par ici, mais dans des proportions beaucoup moins spectaculaires que ce qu'on a ici. Là, ça forme véritablement des figures de ruissellement le long du calcaire, avec une dynamique en marge escalier, et puis une quantité de dissoute assez spectaculaire. Ce qui est différent aussi, c'est qu'on a des modalités de circulation en surface qui sont beaucoup plus longs que ce qu'on a d'habitude. Généralement, le calcaire est beaucoup plus fracturé,
Et là, le parcours de l'eau en surface sur le calcaire va être de, au maximum, quelques décimètres à quelques mètres. Si vous allez vous promener sur le désert de Platée, ça va être maximum 1, 2, 3, 4 mètres de parcours. Là, on peut avoir des circulations sur plusieurs dizaines de mètres, voire centaines de mètres, avant que l'eau pénètre finalement dans le karst profond. C'est lié à des contraintes tectoniques, qui fait que le massif est moins détendu. C'est lié à la nature aussi des roches, qui ont subi un certain nombre de compression et de métamorphisme. Et puis c'est lié, on le verra tout à l'heure aussi, à un rabotage glaciaire qui a littéralement raboté la surface avant que se mette en place ce genre de forme. Alors on a tout un cortège de formes qu'on essaie d'étudier, qu'on décrit. J'ai un collègue que je vois ici dans la salle, Fabien Obléa, qui en fait patrimoine et qui essaie de comprendre comment ça fait sens en termes de paysage patrimonial et qui continue à étudier ça. Et les plus spectaculaires, évidemment, de ces formes, ça va être les fameuses comètes de roches, c'est-à-dire des petits blocs ici de roches non calcaires qui vont subsister à la surface du calcaire et qui vont protéger de l'érosion un certain nombre de queues de comètes. Donc on les a appelées les comètes de roches, avec des morphologies. Vous voyez ici un petit exemple. Des fois, elles sont très petites, des fois, elles sont beaucoup plus longues. Typiquement, c'est ici, lors des passages glaciaires ou des passages des glaciers anciens, le dépôt d'un bloc, et puis, secondairement, la dissolution de la surface et la protection de ce genre de forme. Vous avez ici le modèle très simple. Là, le glacier vient, déplace, rabote, pose le bloc, et vous avez ici ce qu'on appelle un socle d'erratique. L'erratique, c'est le bloc qui reste ici, qui est ici en roche non calcaire, puisqu'il a été arraché finalement à des zones qui ne sont pas calcaires. Alors c'est parfois très spectaculaire, et ça peut prendre des fois des formes un peu plus importantes, avec ces petits piédestals plus importantes, et des fois de dimensions encore plus importantes. On a aussi des scherts, c'est-à-dire des zones un peu siliceuses, qui vont rester en relief, qui vont être protégées quelque part, le calcaire de l'issue, vont rester en surface. Et voici déjà un panel de ce qu'on voit. Les plus spectaculaires sont ces champignons de roche, on retrouve les comètes, etc., etc. Alors nous, on va utiliser ça comme un indicateur de la dissolution. C'est-à-dire que, j'en parlerai encore après, mais on va essayer de comprendre, depuis que ce bloc s'est posé, quelle est la quantité finalement de calcaire qui a disparu. Alors on voit que les hauteurs sont assez variables, on a plusieurs gammes, mais on voit quand même qu'on est toujours dans quelque chose qui semble être de l'ordre de 10 cm à 2 mètres, des fois 3 mètres pour les plus grands. Une manip qu'on a fait il y a une dizaine d'années, qui a bien marché, ça a été de poser un appareil, une station météorologique ou hydrométéorologique sur le terrain qu'on a laissé en place pendant 2 ans, entre 2 expéditions, et qui nous a permis, sur un bassin versant ici assez important, d'environ 1500 mètres carrés, de collecter toutes les eaux qui circulent sur cette surface lapiazée, circulent ici dans la cannelure, et à l'exutoire, on mesurait essentiellement le débit, c'est-à-dire la quantité d'eau qui passe, on mesurait la conductivité électrique, c'est-à-dire en gros la quantité de carbonate, de calcaire dissous, et ça nous donne comme ça la quantité de calcaire qui sort à chaque heure, à chaque seconde ou à chaque jour, et donc à chaque année, de ce bassin versant. Et ça nous donne donc des vitesses de dissolution qu'on peut rapporter à des durées. On a aussi essayé, et on a refait cette manip encore cette année en complément, d'instrumenter un champ de comètes. Vous avez ici un certain nombre de comètes de roche qui sont ici disposées avec leur queue. Et on a placé, vous voyez, sur le terrain, des anémomètres qui vont enregistrer durant une certaine période les directions des vents, les directions max, les directions, les médianes, etc., etc. On a fait un relevé 3D ici de l'ensemble du champ de comètes avec nos petits anémomètres qui sont placés ici. Avec maintenant la photogrammétrie, on arrive à des niveaux de résolution qui sont assez fins, puisque sur un champ ici, vous voyez, qui fait environ une quinzaine de mètres, on a un point tous les 5 mm, c'est assez finot. Et puis on arrive aussi maintenant là c'est des travaux qui sont en cours, on n'a pas fini, sur ce genre de comètes, en plaçant des anémomètres qui vont nous caler un peu les vitesses des vents, à proposer même des modèles de circulation en simulation de fluide. L'idée, c'est mieux contraindre finalement à la fois ce qui se passe au niveau du bloc, ce qui se passe en arrière, l'accélération possible des vents de chaque côté et la dynamique de protection effectivement de cette queue de comète. On va utiliser aussi nos champignons de roche ici pour calculer la hauteur de dissolution qui va suivre le dépôt de ce bloc. Certains sont assez impressionnants. Sur cette expédition de 2019, on a pu retourner sur un secteur
où on avait des champignons assez spectaculaires. Et on a fait quelques modèles photogrammétriques pour un peu mieux contraindre la connaissance de ces objets, notamment dimensionner l'erratique, calculer ses dimensions et son poids, et puis calculer finalement la section minimale que supporte le piédestal. On l'a fait sur 3 erratiques, et ça pour l'instant c'est en cours. Ça nous permet au moins sur ces 3 erratiques, vous voyez, de qualifier un petit peu, bon, on en a 3 ici, Elsour, la Moria et le Roi, avec des poids, vous voyez, qui atteignent ici 8 tonnes. Celui-ci doit faire un peu plus, 8 tonnes 4. Et puis des sections, ici, vous voyez, on a une section à 1,73 m, celui-ci a une section toute petite à 0,21 m². Donc on commence un peu mieux à contraindre les choses en termes de géométrie ou de morphométrie. L'idée maintenant, c'est d'aller plus loin, c'est d'aller vers la simulation et comment les choses évoluent et se génèrent. Un autre indicateur qu'on utilise pour quantifier la dissolution, ce sont ces dikes. Les dikes, ce sont des remontées volcaniques dans des fissures. C'est-à-dire qu'à la faveur de la détente mécanique, à un moment donné, sous la remontée je ne vais pas rentrer dans le détail, mais du batholite Patagon, les granites de Patagonie vont avoir tendance à monter. Pendant qu'ils montent, un certain nombre de fractures vont être injectées de produits de cette nature-là, vont remonter et vont résister à l'érosion une fois que la dissolution se met en place. Donc ça nous donne ici aussi des valeurs locales où on peut dire, depuis que quelque chose a raboté comme ça, eh bien, ce quelque chose c'est le glacier, eh bien on est capable de quantifier la dissolution. Évidemment, on va chercher les plus gros, comme ici celui qu'on a appelé la muraille de Chine, où là on a carrément la surface de rabotage glaciaire qui est conservée, ce qu'on appelle les roches moutonnées. Donc là, la surface de rabotage glaciaire est encore présente ici sur le dike, et on a la dissolution qui est donc ici identifiée. Vous avez ici un schéma où on retrouve ce dike qui est remonté et qui est en prééminence topographique jusqu'à 8 mètres. On pense qu'il est un peu plus fort ici, puisqu'on a une zone de contact ici qui est légèrement métamorphisée, donc il va être plus fragilisé. Mais l'idée, c'est de calculer à peu près finement la surface ici pour calculer le rabotage, la dissolution, excusez-moi, post-glaciaire après ce rabotage glaciaire qu'on a ici. Là, on est sûr parce qu'on a la surface de rabotage qui est clairement identifiée à cet endroit-là, ce qui n'est pas le cas d'un certain nombre d'autres objets. Un autre indicateur qu'on utilise aussi, c'est des peintures historiques qui ont été relevées autour de la carrière, où là, on a des peintures qui ont été mises en place dans les années 50. La Japon a déjà une dizaine d'années. Donc maintenant, il faudrait que je retourne sur le site pour faire la photo. Et on a une dissolution qui est finalement ici, vous voyez, de l'ordre de 3 à 5 mm sur 50 ans. Tous ces indicateurs, finalement, nous confirment qu'on est dans des taux de dissolution qui sont des records mondiaux pour les calcaires et qui sont, en gros, dans un ordre de grandeur, 10 fois ce qu'on connaît ici dans les préalpes, avec des valeurs qui sont de l'ordre de 1 à 2 mètres par 10 000 ans. C'est ce genre de taux de dissolution. Alors, l'idée, évidemment, c'est d'aller un peu plus loin et de raconter l'histoire de cet englacement et de comment les glaciers sont passés dans cette région et qu'est-ce qui se passe depuis que les glaciers sont partis. Donc, c'est de prendre un petit coup de zoom arrière et de faire ce qu'on appelle l'évolution géomorphologique. Les glaciers, ils étaient très importants, comme c'était le cas d'ailleurs ici dans notre région. Il y a ici, lors des derniers stades froids du Quaternaire, on avait ici à Chambéry plusieurs centaines de mètres d'épaisseur de glace et les glaciers allaient jusque dans la région du lobe lyonnais, donc jusque dans la région vers Lyon. Eh bien, en Patagonie, on retrouve la même chose. Vous avez ici en bleu les 2 calottes Patagones sud et nord qui sont toujours présentes actuellement. Et ici, une extension maximale des glaciers au dernier maximum glaciaire, donc c'est-à-dire en gros il y a 25 000 ans, proposée par une équipe d'Écossais qui a travaillé surtout dans la partie sud. Et donc, vous voyez, une extension beaucoup plus importante. Donc, depuis 25 000 ans, les glaciers Patagons ont reculé de cette ligne-là jusqu'à cette ligne-là. Et le secteur sur lequel nous travaillons ici, c'est Madre de Dios. En détail un peu plus zoomé, on retrouve ici l'île de Madre de Dios, qui est l'île sur laquelle on travaille. La calotte Patagone, ici, qui forme la chaîne des Andes. On est déjà ici sur le côté argentin. Et puis, on a le dernier maximum glaciaire, l'extension qui est à peu près ici. Mais vous voyez qu'on est déjà très au-delà de la partie continentale. Et donc, la calotte glaciaire vient finalement mourir sur la mer, formant ce qu'on appelle des ice shelves, c'est-à-dire que c'est à la fois des glaciers de calotte et à la fois des glaciers de vallée qui vont occuper ces grands saignaux et qui va venir mourir sur l'océan.
Alors, on retrouve des morphologies glaciaires sur le terrain. Ici, on est dans la partie sud, à Diego d'Almagro, comme par exemple ces cirques glaciaires tout à fait caractéristiques, hein, qui vont être typiquement des cirques glaciaires, ici étagés, et qui vont former des cirques glaciocharstiques à partir du moment où les cuvettes glaciaires sont au contact des calcaires. Donc typiquement, on a une série de cirques glaciaires ou de cirques glaciokarstiques qui sont identifiés. On les a ici d'un point de vue cartographique. Vous avez ici un bras de mer, vous voyez l'échelle, ça fait 1 km. En gris, ce sont les calcaires. En jaune, ce sont les roches non carbonatées, donc non calcaires. Et vous voyez ici ces cirques-là qui forment des objets qui font déjà 500 à 1 km de dimension et qui chaque fois en fait vont s'organiser et après organiser soit avec des lacs, soit sans lacs, le drainage actuel jusqu'à des pertes qui se situent toujours au contact, tout à fait classique. Donc on est typiquement dans des cas de cirque glaciocharstiques. Évidemment, la partie glaciaire fonctionne lors des dernières extensions glaciaires et le karst fonctionne en partie sous glaciaire, en partie par déversement. Vous voyez, on a à chaque fois systématiquement des petits canyons dans la masse calcaire. Et au retrait glaciaire, l'ensemble des écoulements part dans le système karstique. Voici ici le schéma un peu général où on retrouve ces cirques glaciaires étagés et puis ici une percée hydrogéologique à travers ici eh bien, le bombement calcaire qui lui finalement va rester en relief. Hein. Il va rester en relief parce que la dissolution et l'érosion va essentiellement se faire maintenant souterrainement. Même si, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'érosion à la surface est assez intense. Voici une image de la perte qu'on voit très bien dans ce secteur-là. Quand on est sur le secteur de Madre de Dios, on retrouve la même chose. Hein. Donc là, on est au sud de Madre de Dios. On retrouve ici l'île de Guarello, l'île de Madre de Dios qui est ici. Et on a ces fjords, hein, on appelle ça des sénaux, qui en fait sont des anciennes vallées glaciaires. C'est-à-dire que le glacier circulait depuis la chaîne andine ici, voilà, ici, ici. Et puis les cirques glaciaires qu'on voit ici en violet eh bien, venaient se connecter à ces fjords et rejoignaient l'océan Pacifique. Tous les points rouges que vous voyez, ce sont des cavités qu'on a explorées. Et donc évidemment, tout le jeu va être de relier la dynamique de ces cavités à ces anciens flux glaciaires. Un exemple. Le Séno Soplador, qui est ici, une vallée glaciaire qui est un petit peu isolée ici, et dans lequel on a eu la chance d'explorer beaucoup de cavités autour, et dont on sait que les glaciers sont passés dans ce sens-là. Voici la vallée du Soplador, avec deux sommets, vous voyez ici, à 800 mètres hein, d'altitude, le fond du Soplador calé par bathymétrie à moins 120, et puis une géologie, hein, vous voyez, où on a en sandwich les zones de calcaire, et puis des zones non calcaires qui vont former les imperméables. On retrouve une cavité d'ailleurs qu'on avait vue tout à l'heure en topographie avec ici l'écoulement ici en surface et à nouveau on se perd. Si on s'intéresse à la Cueva de los Tres, qui est une toute petite grotte qu'on a trouvée en altitude, eh bien on a des morphologies qui sont tout à fait particulières, vous voyez, avec ces formes très arrondies de tubes. C'est classique ça en karstogénèse, quand on s'intéresse à la spéléogénèse, on relie ce type de morphologie finalement à des zones phréatiques ou noyées, c'est-à-dire à des moments où le niveau de la grotte fonctionne à plein bord, rempli d'eau en permanence. Eh bien, on interprète, voilà ici un petit schéma de ce tube ici, vous voyez, on a le paléotube noyé, c'est-à-dire que l'eau circulait de manière permanente dans ce secteur-là. Donc on aurait ici un paléo-niveau phréatique. Et puis là, on a ce qu'on appelle le puits de trépanation, c'est-à-dire en gros, c'est la grotte aujourd'hui telle qu'elle fonctionne. C'est des écoulements qui arrivent de la surface et qui descendent plus profondément. Donc là, on a typiquement une grotte qui marque un paléo-niveau et une autre grotte qui aujourd'hui trépane cette ancienne grotte. Donc on s'intéresse particulièrement à ça et on va le caler en altitude. Ici, la proposition, c'est de rattacher évidemment ce paléo-niveau à une surface d'englacement. Il y a quand même un petit point d'interrogation parce qu'on est toujours un peu prudent. Mais en gros, on aurait ici peut-être un marqueur d'un englacement à cette altitude-là. Ça correspondrait à des écoulements qui seraient sur le glacier ou juxtaglaciaires. On est déjà très loin en aval des glaciers, donc on est déjà dans des glaciers qu'on appelle tempérés, c'est-à-dire des glaciers à base tempérée, c'est-à-dire que la base du glacier n'est pas froid, et il y a toujours un film d'eau qui circule à la fois ici sur les versants du glacier et à la fois au fond. Donc la pénétration d'eau dans le système karstique pendant les phases d'englacement ou durant les phases de déglaciation est tout à fait autorisée et possible. Évidemment, les autres cavités, comme ici le gouffre de la détente, marquent une histoire plus récente, hein, avec une verticalisation du drainage, c'est-à-dire qu'en gros, le karst, cette fois-ci, va s'écouler verticalement dans une série de puits.
et ces puits butent toujours systématiquement sur des siphons, comme si la cavité avait tendance à continuer à descendre plus en profondeur, mais qu'aujourd'hui le niveau d'eau était rempli. On a très peu de développements horizontaux. C'est le cas ici donc, de cette cavité qui bute sur un siphon. Alors, autre chose aussi qu'on arrive à identifier, sur les versants ici de cette vallée, on a un certain nombre de morphologies de détente post-glaciaire, c'est-à-dire de grandes fractures systématiquement parallèles à la vallée glaciaire que l'on voit ici, et qu'on interprète comme étant la marque d'une détente post-glaciaire, c'est-à-dire que le retrait du glacier va favoriser la détente des roches, et il va y avoir une sorte de petit appel au vide, qui n'est pas monstrueux, mais vous voyez, et ça va ouvrir ces fractures. Ce qui est intéressant, c'est que les cannelures qui sont là, c'est-à-dire les formes de dissolution qu'on observe ici, eh bien, en fait, elles sont trépanées et on les voit se prolonger à la suite. C'est la preuve, ou c'est du moins un élément intéressant pour dire que la dynamique de ruissellement est extrêmement précoce et que la détente mécanique intervient après ou pendant cette érosion. Puisque ici, on se retrouve avec une série de marches ici qui sont amputées de leur bassin d'alimentation. Voilà, ça on l'a observé à plusieurs endroits. Ça montre simplement que cette dynamique ici de cannelure, d'incision en marge d'escalier, est sans doute très très précoce et se poursuit évidemment encore actuellement. C'est tellement précoce qu'on en a trouvé sous le niveau de la mer. Quand on plonge sous l'eau, jusqu'à 20 mètres de profondeur, on a identifié ces cannelures se prolongeant dans des profondeurs assez importantes. Et donc on a en fait ici quelque chose qui forme ces petits escaliers qui se prolongent sous le niveau de la mer et sont évidemment ici extrêmement abrasés. Et donc ça marque finalement quelque chose qui devait fonctionner avant que le niveau de la mer ne remonte. J'ouvre une parenthèse. Quand on est dans les phases d'extension glaciaire maximale, ça c'est mondial, pendant une grande partie du Quaternaire, à chaque fois que les glaciers sont à leur maximum d'extension, le niveau de la mer mondiale descend d'environ 120 mètres. Évidemment, la Patagonie, c'est le cas aussi. Ici, on a un indicateur intéressant qui nous dit simplement la corrosion ou l'érosion de ces formes-là intervient avant que le niveau de la mer ne soit remonté. Et on va utiliser ça comme un indicateur. Voilà, on en a retrouvé d'autres assez éloquentes. Évidemment, elles sont très adoucies et puis maintenant en partie reprises par de la corrosion sous-marine. On va aussi s'intéresser à ce qui se passe dans les cavités, notamment en termes de remplissage. Remplissage glaciaire, remplissage post-glaciaire et aussi quelques éléments de concrétion. Alors les remplissages glaciaires, ça va être en fait des éléments détritiques, des cailloutis, des sables, des argiles, qui vont pénétrer dans le système karstique et qu'on va retrouver en plaquage comme ça, ou beurrant ou tartinant entièrement les cavités. De temps en temps, ce sont des matériaux beaucoup plus fins, qui vont s'accumuler et qui vont marquer un environnement particulier. Oui, c'est moi sur la photo. J'aime pas trop être sur les photos, mais j'avais que cette photo-là. Donc j'ai pas eu le choix. Ça marque des environnements particuliers et on va s'intéresser à ça. Ici, par exemple, je reviens quand même sur la photo de moi. Désolé. Cet ensemble sédimentaire composé en gros d'argile et de limon, qu'on retrouve ici, avec quelques petits niveaux sableux, donc on a levé la coupe, ça c'est un des travaux qu'on a fait en 2019. Eh bien, vous voyez, on le remet ici dans une cavité extrêmement horizontale, avec beaucoup de zones qu'on appelle en tube, donc pour nous c'est assez épiphréatique, en tout cas ça marque des choses épinoyées qui s'ennoient temporairement, et on le rattache ici, eh bien, en première interprétation, dans une phase qui serait soit sous l'englacement maximal, soit dans la phase de retrait de l'englacement, c'est-à-dire là, on sait que l'englacement, il peut guère aller au-delà de ça. Sans doute, dans une phase de retrait, quand il s'abaisse, on a des flux d'eau qui vont circuler dans cette cavité et qui vont piéger ce type de sédiments, qui ensuite vont se refaire à nouveau éroder pour qu'on ait la coupe dégagée. Donc voilà, ça c'est une cible qu'on a commencé à investir et qu'on va continuer à creuser. D'autres qu'on a identifiés, ici, dans une cavité, là on est plutôt sur le plateau, on a un englacement maximal qui devait se situer par là, et on a du matériel dans cette cavité, ici, qui s'accumule, et on a des concrétions, ici, qui vont sceller le dépôt. Voilà, cette concrétion, la B, elle est post-glaciaire, elle scelle le dépôt, et cette concrétion ici, A, elle intervient avant le dépôt. Donc évidemment, ça ouvre des perspectives de contraindre par des datations, en datant directement ces concrétions, contraindre ici le dépôt qui, lui, est glaciaire ou post-glaciaire. Alors ces datations, on en a réalisé
J'en ai réalisé avec ma collègue Isabelle, donc, que je vois au fond de la salle, donc je la salue, Isabelle. Notamment avec nos collègues de l'Université de Melbourne. Ça, c'est des datations qui ont été faites au sud, dans le secteur de Diego d'Almagro, avec des bases, vous voyez, qui sont ici, pour les plus anciennes, à 13 900 ans. Ce sont des kilo-années. Hein. Donc on est à 14 000 ans pour le début, ici, d'une repousse, mais là, on passe très vite à une fistuleuse, ce n'est pas une très belle concrétion. Ici, on a 11 000 et on scelle, vous voyez, on scelle des galets qui sont typiquement des galets fluvio-glaciaires, c'est-à-dire du matériel qui a été transporté par les glaciers ou par l'eau à la suite des glaciers. D'autres concrétions ont été étudiées. Ici, une qui a été étudiée récemment, la grotte des 3 entrées plus une. Ici, une céramide plus petite en taille. Et on a aussi, on retrouve les datations qui ont été faites par Charlotte, elle aussi dans la salle, décidément. Ça, c'est cette année. Et on retrouve, vous voyez, cette date ici de 13 204 ans. Donc ça veut dire que les conditions de repousse des concrétions semblent favorables à partir de 13 000, 13 500, 14 000 ans avant le présent. Et donc ces concrétions sont après des cibles intéressantes pour étudier les conditions de réchauffement climatique après l'histoire glaciaire dont je viens de vous parler. Une autre cible qu'on a commencé à investir avec des collègues du laboratoire Editem, notamment Pierre Sabatier et Annelise Devel, c'est les sédiments de lac. Et on a ici notre camp de base du Barros Loukos de 2019. Et on a ciblé ce lac qui a un bassin versant tout petit, minuscule, donc des conditions de sédimentation sans doute extrêmement lentes et calmes. Et on a ici attaqué une première série de carottes. Vous voyez, dans la technique qu'utilisait Editem, c'est-à-dire du carottage léger sur petit zodiac, qui permet de sortir des carottes dans des bonnes conditions d'environ 1 mètre. Donc là, quelques carottes qui ont été sorties. Il y en a une dizaine au total. Les plus longues font entre 80 cm et 1 mètre. Voici déjà une première analyse qui a été réalisée donc, au retour et qui, pour l'instant, n'est pas encore publiée. Sur 80 cm de carottes, le passage sur le banc d'analyse montre qu'on est capable d'identifier, vous voyez, ce qu'on appelle ici des apports détritiques, donc des petits layers un peu plus blancs qui marquent des crachets détritiques, hein, ou bien ici un contenu organique qui va former des pics, ou au contraire une baisse d'ici du contenu organique, donc moins de contenu organique, plus de pics, c'est sans doute des petites crises érosives, la végétation qui disparaît et plus de matériel qui pénètre, etc. etc. Et puis on a les conditions oxiques qui sont ici caractérisées. Pour l'instant, cette carotte lacus de 80 cm n'est pas calée en date, donc on ne peut pas dire quelle histoire elle raconte. Hein. Donc c'est l'objectif évidemment d'avoir ici quelques dates C14 qui permettront de caler ça un petit peu mieux. Les grottes et les encoches marines. C'est chapitré. Hein. Il y a encore 12 chapitres. Non, n'ayez pas peur. Ici, il y a ce qu'on appelle une encoche marine. Je pense qu'on la voit mieux après sur une autre photo. Voilà. Ici, vous voyez, on a ces magnifiques cannelures qui descendent comme ça, qui se prolongent, dont je vous ai dit, donc sous le niveau de la mer. Mais de manière séquente, on a à chaque fois ici une encoche qu'on retrouve à différents endroits et dans la partie la plus au sud qui monte jusqu'à 8 mètres de hauteur et même on en a plusieurs étagés. Évidemment, c'est une forme de dissolution ou d'abrasion par la mer. C'est la marque de l'érosion de la mer, c'est-à-dire que ça forme ici, vous voyez, une encoche d'abrasion marine tout à fait classique. Mais le fait qu'on en ait une étagée, simplement marque le fait que le niveau du continent est remonté. Vous allez me dire, ça pourrait être le niveau de la mer qui est redescendu. Oui, mais on a des contrôles sur le niveau de la mer mondiaux, sur lesquels on s'accroche, et qui nous laissent entendre que ce n'est pas le cas. Et au contraire, ici, ce qui s'est passé, c'est que c'est le niveau du continent qui est remonté. Qu'est-ce qui fait qu'un continent remonte? Il y a plein de raisons, mais une des causes principales, c'est tout d'abord l'allègement du poids des glaciers. C'est-à-dire que je vous ai dit au début que les glaciers, dans leur maximum d'extension, ce sont aux alentours de 25 000 ans à peu près, hein, 22, 25 000 ans, eh bien, ont pesé très fort sur les Andes, et puis ils se sont retirés, et à la manière d'un ressort qu'on aurait tiré, avec un certain retard, il va revenir à son niveau initial. Et bien là, c'est pareil, le continent va remonter doucement, alors plus ou moins doucement, peut-être par soubresaut, ceci reste encore un petit peu à caractériser un petit peu mieux, mais en tout cas, on a ici la marque de quelque chose qui est une dynamique de ce qu'on appelle le rebond post-glaciaire. Alors, une grotte, il y a deux grottes qui nous ont particulièrement intéressés et dont je vais parler.
qui sont liées à ce type de rebond. C'est notamment la grotte de la Baleine. Je suis vraiment content que Fabien soit là, parce que pour ne rien vous cacher, on a découvert cette grotte ensemble en 2000. Ça ne nous rajeunit pas, Fabien, hein. Une très très grande grotte, donc on n'était que tous les deux, et ça reste pour moi un de mes grands souvenirs de spéléo, qui donne sur le Pacifique, donc des conditions d'accès qui sont quand même un peu compliquées. Vous voyez la taille du bonhomme. Et on a eu la chance d'explorer cette grotte très rapidement, en quelques heures, et de découvrir un gisement de baleines tout à fait spectaculaire. La grotte fait environ quasiment 200 mètres de longueur, et on a pu y retourner donc, les années suivantes, et pour d'abord finaliser la topo, quoique ça c'est la topographie qu'on avait fait ensemble, caractériser un peu mieux ici l'ensemble des baleines, et essayer de comprendre comment ce gisement de baleines avait pu se mettre en place. Voilà, vous avez ici ces ossements qui s'accumulent. On a au total maintenant identifié 6 crânes de baleines, des otaries, des dauphins, pas mal de choses. Ça mériterait d'être un peu mieux étudié, hein. À chaque fois, ça a été des allers-retours assez express et des travaux de cartographie sur le terrain très, très rapides. Voici une cartographie un peu plus détaillée de l'ensemble des ossements. Chaque fois que vous avez un point rouge, vous avez un macro-reste, un gros ossement. Les petits ossements n'ont pas été représentés. Et on voyait ici les crânes qui sont de grandes dimensions. Donc un petit peu de caractérisation sur le terrain rapide, hein. Je n'ai plus le nom des espèces en tête, je ne vais pas vous mentir. Et puis 2 datations C14 ont pu être réalisées. Celle-ci a donné l'âge de 3200 ans avant le présent. Donc ça caractérise finalement un assez bon niveau de conservation, mais surtout à un moment donné où le niveau de la grotte devait être un peu plus bas et la mer devait beaucoup plus facilement pénétrer au moins la mer lors des épisodes de tempête, devait pouvoir pénétrer. Et donc les baleines venaient s'échouer en profondeur dans la cavité. Puis la grotte est remontée avec le continent, a isolé ce qu'on appelle une thanatocénose, hein, un cimetière, et aujourd'hui elles sont à l'abri de l'érosion et elles sont toujours conservées. Évidemment, un squelette de baleine sur la plage qui subirait l'érosion en permanence disparaîtrait au bout de quelques années ou dizaines d'années. Là, il est conservé dans des bonnes conditions. Alors, du coup, tout ça nous permet de raconter un modèle global d'évolution du paysage. Je vais essayer de vous le présenter rapidement avec quelques petits schémas, hein. On part d'une histoire qui est celle de l'extension maximale qu'on va caler ici vers 22-25 000 ans, sans précision plus que ça pour l'instant. Et on va avoir ici une image finalement, il y a 22 000 ans, de circulation glaciaire importante, voyez, avec quelques éléments qui surnagent, enfin, qui émergent de la masse glaciaire. On appelle ça des nunataks, c'est-à-dire des sommets qui ne sont pas englacés finalement, donc qui peuvent aussi constituer des refuges pour la biologie. Et puis une phase de transition qui nous a particulièrement intéressés, vous voyez ici entre 20 000 ans et 15 000 ans, point d'interrogation. Dans une phase de retrait, les langues glaciaires sont en train de remonter. Eh bien, on a encore un niveau de la mer qui est vers moins 120 et qui lui aussi commence à remonter doucement. Mais on a identifié dans plusieurs secteurs, vous voyez ici, des lacs ou des fjords. En fait, ce sont des ombiliques, des zones de surcreusement qui vont être temporairement ennoyées d'eau douce. Évidemment, la calcification démarre dès cette période-là, et dès ce moment-là, on a ici des cavités qui se creusent. Et puis la situation actuelle, hein, avec ici la remontée totale du niveau de la mer et les paléolacs qui sont ici ou là, qui sont maintenant des lacs d'eau de mer, alors qu'ils étaient avant des lacs d'eau douce. On va revoir ça plus en détail sur une coupe. Voilà la situation actuelle. Donc là, une coupe, si vous voulez, qui irait depuis le Cénosoplador jusqu'au Cénoazul, hein. On a une coupe qui passe un peu comme ça, nord-sud, donc le nord est à gauche. Eh bien, on voit le niveau de la mer actuel et on voit ici, vous voyez, tous ces surcreusements, c'est-à-dire que le fond du fjord, le fond du Céno n'est pas du tout une surface plane, mais ce qu'on appelle une succession d'ombiliques séparés par des verrous glaciaires et qui témoignent en fait du passage du glacier. Donc, lors du dernier maximum glaciaire, les flux glaciaires circulaient comme ça du nord vers le sud-ouest et on a ici des phases de surcreusement qui vont former ces ombiliques. Et ensuite, dans une période intermédiaire, hein, au début du retrait glaciaire, eh bien, le niveau de la mer va commencer à remonter sur cette période-là, et ici et là, des lacs d'eau douce vont perdurer. Pendant cette période-là,
la calcification va démarrer, les grottes vont se creuser, des cannelures vont se creuser dans ces secteurs-là, mais pas dans ces secteurs-là. On ne retrouve pas de cannelures en profondeur dans ces secteurs-là, mais on les retrouve dans ces secteurs-là. Et l'organisation du drainage souterrain, c'est-à-dire quelle source va être rejointe, finalement va échapper à ces secteurs perchés, entre guillemets, pour au contraire rejoindre des niveaux plus en profondeur. Ça nous permet en tout cas, nous, de dire que la calcification, c'est-à-dire la dissolution en profondeur, eh bien, finalement, elle va être assez précoce, hein, sans doute dès les premiers stades du retrait glaciaire, dans des conditions très humides. On est en façade pacifique, et donc on a des flux océaniques continus qui nous permettent d'avoir de l'eau et de l'eau qui ne gèle pas. Donc la calcification est sans doute possiblement précoce tôt. Combien de temps me reste-t-il pour vous parler maintenant? Ben voilà, c'est parfait. Pour vous parler de mon dernier chapitre, le peuple Kawéskar. C'est-à-dire, on n'était pas du tout là les premiers, évidemment, on n'est jamais là les premiers. Mais indirectement et sans le vouloir, on a été confronté à leurs traces et je vais vite fait vous en parler. Et ces traces, ça va être des tracés pariétaux, notamment qu'on a découverts. Alors, le peuple Kawéskar, c'est un peuple qui est estimé à au maximum peut-être 2 000 à 3 000 personnes, hein, dans leur maximum d'extension, c'est mal contraint, c'est mal connu. Décrit dans les années 50 par un ethno-archéologue du CNRS, José Amprère. C'est un peuple nomade et qui ne vit que dans des canaux et qui se déplace en permanence et qui vit de chasse et de collecte. On les a appelés d'ailleurs un temps les Alakalouf, qui veut dire simplement les mangeurs de moules. Eux préfèrent qu'on les appelle les Kawéskar, Kawéskar voulant simplement dire les hommes. Donc vous avez ici l'archipel de Patagonie. Le nord est à droite, hein, c'est le sud de l'Amérique du Sud, mais le nord est orienté à droite. Vous avez ici une typologie dont on peut discuter, dont certains discutent encore, des peuples. Mais vous voyez que l'extension des Kawéskar va depuis la Terre de Feu et le secteur du détroit de Magellan jusque, vous voyez ici, le golfe de Penas, et puis après on arrive sur le secteur de Chiloé. Donc c'est un peuple entièrement nomade qui ressemble pas mal aux Yaghan. À partir du moment où on va progresser plus vers le nord, on va être sur des peuples qui ont déjà des civilisations plus importantes, plus structurées, l'agriculture, l'élevage, notamment les Mapuches qui sont assez célèbres pour ceux qui ont lu le roi de Patagonie de Jean Raspail. Si vous aimez Jean Raspail, vous pouvez aussi lire un très bel ouvrage sur les Kawéskar, c'est Qui se souvient des hommes. Il en parle avec beaucoup d'émotion. Alors ce peuple est connu donc, pour se déplacer dans des canaux, vivre de chasse et de collecte et de pêche. Donc pas d'agriculture, pas d'élevage, pas d'installation sédentaire, un déplacement permanent. Là, ce sont des photos qui datent du milieu du XXe siècle, quand les derniers avaient encore un petit peu ce mode de déplacement. Ils ont ensuite été, entre guillemets, sédentarisés autour de la petite base militaire de Puerto Eden. Et ils sont encore une petite dizaine à être toujours présents sur le site. Alors nous, on a été confrontés dès l'expédition de 2000, vous voyez, à des cavités où on a retrouvé des restes, hein, comme par exemple ici la Cueva de la Cruz, où on a retrouvé ici des parures. On avait la chance en plus en 2000 d'être accompagné par une archéologue qui nous a guidés sur ces recherches. Ici, l'abri du Cerfeuil, qui est un abri temporaire dans le continent, c'est-à-dire loin de la mer, ce qui nous avait beaucoup étonné, puisqu'on pensait qu'il ne faisait que canoter sur le littoral. En réalité, non, il y avait des pénétrations et des incursions à l'intérieur. Là, cet abri du Cerfeuil, qui mériterait d'être étudié, on a même des traces de boucherie et d'activité sur ossements. Quelques sépultures ont été identifiées, hein, comme ici cette sépulture datée à 700 ans, donc bon, c'est clairement pré-colombien, évidemment. Datation carbone 14, on avait la chance d'être accompagné par une anthropologue du Chili. Évidemment, nous ne sommes pas des archéologues et nous n'avons pas toujours les autorisations de fouilles, donc c'est systématiquement avec les autorités chiliennes qu'on travaille sur ce genre de sujet. Dès qu'on touche à l'archéologie et à l'ethno-archéologie encore plus, évidemment, on rentre sur un terrain qui est beaucoup plus sensible. En 2000, la plus vieille sépulture qu'on a pu trouver, hein, qui a été publiée par Dominique Le Goupil en 2004, avec ici donc une sépulture à 4520 ans. Donc ça nous donne déjà une date minimale à la présence de ces Indiens
Kaweshkar dans l'archipel de Patagonie. On pense qu'il pouvait même être présent un peu avant, sans doute aux alentours de 5-6 000 ans, vu ce qui est connu des progressions du nord au sud, donc dans le continent américain. Alors les textes sont lacunaires, hein, il y a des textes anciens, et moi j'aime bien reprendre le texte de José Amprère, hein, l'ethno-archéologue, qui a écrit un très beau livre que je vous invite à lire un jour, Les Nomades de la mer. C'est dur, hein, le contact avec les Alekalouf est une surprise, extraordinaire rareté de leurs outils, inventaire des techniques indigènes vite fait, petit nombre d'outils, indigence des formes, absence de toute espèce de production artistique, voilà, ordonnement autour des besoins vitaux essentiels. Un peu plus loin, il écrit aussi, malgré tout, dans leur vie errante, les Alekalouf avaient une préférence marquée pour certains sites proches du Pacifique. Évidemment, ça nous a particulièrement intrigués, qui devenaient des lieux de passage, d'habitats temporaires très fréquentés. Nul ne saurait dire pourquoi ou expliquer les raisons de cette préférence, sentimentale peut-être, bon voilà, il se livre à une petite interprétation, pourquoi pas. Les îles et canaux proches du Pacifique sont plus inhospitaliers que les autres, bah évidemment on est beaucoup plus soumis à une météorologie difficile. Alors nous, c'est dans ce contexte qu'on va découvrir de manière un peu inopinée la grotte du Pacifique en 2006. On est ici dans la partie la plus au sud du Seno Azul, hein, qu'on a vu tout à l'heure. D'ailleurs, c'est le débouché du glacier que je vous montrais tout à l'heure. Et lors d'une prospection sur le littoral ici, on a découvert ici une grotte qui est pleine façade occidentale, la grotte du Pacifique que voici. Donc d'accès pas si difficile que ça, hein, quand les conditions de navigation en mer ou sur l'océan sont bonnes. Ensuite, c'est une petite marche d'une centaine de mètres et on atteint cette grotte ici. Voici l'intérieur de la grotte, hein, et c'est typiquement ce qu'on appelle une grotte marine. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans cette grotte marine? Notre encoche perchée à 3-4 mètres. Donc on est typiquement ici sur le moment où le continent devait être 3-4 mètres plus bas. La mer devait pénétrer, de même que c'était le cas dans la grotte de la Baleine, devait pénétrer dans la grotte, participer à l'érosion. Ça veut dire pour nous que tout ce qu'on va trouver maintenant dans la grotte, c'est forcément après. Puisqu'évidemment, aucun reste archéologique ne subsisterait à la pénétration régulière de la mer dans ce type d'environnement. Donc on sait que c'est après. Qu'est-ce qu'on va trouver? Voici une carte. On va trouver essentiellement des amas coquillés. Je crois que j'ai un zoom après. J'ai pas de zoom. Si. Et ici un foyer ici. Des amas coquillés que vous voyez ici en bleu, hein. Je vais vous montrer des photos après. Un autre foyer dans ce secteur-là. Les coquilles représentées ici en rouge, et puis pas mal d'ossements représentés, pardon, les coquilles en bleu, excusez-moi, et les ossements en rouge. Dans le détail, voici la cartographie qu'on a fait sur place pour essayer de faire un relevé de surface. Pas mal de petites excavations ici, assez inexpliquées, voilà, des petits trous. Est-ce que c'est des gens qui sont venus fouiller à un moment donné, des marins chiliens dans une période intermédiaire? C'est pas clair. Voici la facture en surface. C'est ce qu'on appelle un amas coquillé, c'est-à-dire c'est un tas de coquilles. Mais il n'y a que ça, sur des dizaines de mètres carrés et sur une épaisseur qu'on a évaluée à au moins 50 cm. Donc c'est considérable. C'est une accumulation de débris, ce qu'on appelle des reliefs de repas. Hein. Chaque fois qu'on mange une patelle, on la jette. Alors évidemment, il y en a beaucoup, donc on se dit, soit ils étaient très nombreux, soit ça a duré très longtemps. Ça reste à étudier, ça reste à fouiller en tant que tel. Les travaux de Dominique Le Goupil, dans le secteur plus au sud des Yaganes, au niveau du Cap Horn notamment, ont montré qu'à partir de la... Ah, pardon, hop, je vais vous montrer ça après. À partir de l'abondance, soit des restes de coquillages, soit des restes d'animaux, ou au contraire, s'il y a une abondance d'oiseaux, loutres, otaries ou de moules, eh bien, on peut définir si on est plutôt dans une chasse dominante ou une collecte dominante, ou au contraire, une collecte dominante et une chasse dominante. Et une collecte dominante signe plutôt un camp de base, alors qu'un camp temporaire est signé par ça. Donc ici, il y a un champ ici à creuser pour essayer de mieux caractériser ce site au vu de ce type de critères. Voilà. Ça reste à conduire. Sans doute ce sera fait, j'espère, dans les années futures. Mais évidemment, le plus spectaculaire qu'on a trouvé, hein, c'est ça. Ce sont ces fameux tracés pariétaux, avec notamment ici des rouelles qu'on a qualifiées, nous, de rouelles solaires, hein, et puis ce fameux anthropomorphe, hein, donc c'est-à-dire un personnage, finalement, avec ses jambes, et puis qui est ponctué, sans tête, mais on a une représentation ponctuée d'un anthropomorphe. Donc on s'est contenté d'en faire quelques relevés, c'est-à-dire de voir un petit peu comment les choses ont été dessinées,
d'avoir quelques éléments de dimensionnement. On a quand même publié ça. Et évidemment, ça nous ramène à les peintures qui sont connues, des peintures corporelles qui sont connues, mais pour les Yaghan, plus au sud, et qui n'ont pas été décrites pour les Kaweshkar. Et ce genre de peinture a été décrite et documentée fin 19e, début 20e sur les Yaghan. Donc on est sur ce type, évidemment, de fond ethno-archéologique, mais pour l'instant, on n'a pas la possibilité d'aller plus loin. D'autres signes, hein, à la fois toujours ces rouelles ponctuées, ces ponctuations simples, ou ici des choses, est-ce que c'est des anthropomorphes aussi, hein, des formes humaines? Pour l'instant, on n'en sait rien. Donc quelques relevés ont été réalisés et publiés, mais pour l'instant, cette cavité mériterait d'être étudiée un peu plus avant. On voit ici les fossiles qui subsistent dans le calcaire en arrière. On n'a pas de couche de calcite qui vient véritablement sceller ça. On a quelques petites ponctuations, ça et là, de micro-ponctuations de calcite qui montrent une certaine ancienneté, mais sur lesquelles on n'a pas été plus loin en termes de projet de datation pour l'instant. Voici encore quelques-uns, des signes qui ne sont pas interprétés pour l'instant, et ça resterait à conduire. Des ponctuations, hein. Alors ça c'est classique dans l'art pariétal paléolithique en Europe de l'Ouest, hein. On connaît très bien ce type de ponctuation, c'est-à-dire des points, des points paumes notamment, qui marquent la présence de l'utilisation de l'ocre, et en tout cas, par rapport à ce que disait Amprère, ici d'un projet à minima qu'on pourrait qualifier d'artistique, si ce n'est de religieux. Mais pour l'instant, on s'avance. Voilà le détail quand on va regarder un petit peu de près, mais on n'a pas trouvé véritablement de voile de calcite ou de choses qui viendraient sceller les choses de manière claire et qui pourraient permettre d'envisager une datation pour contraindre ce signe. Ce n'est pas fait. Alors en 2008, on a eu la chance de pouvoir emmener Gabriela, hein. Vous verrez ça d'ailleurs dans le film, et on l'a déjà vu dans des films passés. C'est la dernière représentante, j'aime pas ce mot-là, de souche des Indiens Kaweshkar. Donc elle se présente comme telle. On a eu la chance de pouvoir l'emmener dans la cavité, donc lui montrer la grotte. C'est assez étonnant. Elle a visité la grotte en se rappelant évidemment y être allée quand elle était jeune et qu'elle pratiquait encore un peu de nomadisme avec son mari, un nomadisme d'intersaison, hein. Elle ne faisait pas ça toute l'année. Et quand on lui a dit, mais au fond, on a trouvé des peintures, et voici ces peintures, elle a dit, mais moi je ne suis jamais allé au fond. Et, enfin, quand je vous dis le fond, c'est entre ici et le bout de l'estrade, hein. C'est 20 mètres. Hein. Mais c'est une zone de pénombre dans laquelle elle n'avait pas connaissance. Donc c'était évidemment un moment extrêmement émouvant, intéressant, et puis on a pu suivre avec eux pendant une dizaine d'années comment eux ont pu se réapproprier finalement ces symboles et ces signes et leur donner un certain sens, et c'est ce qu'ils ont fini par faire, puisque récemment ils ont réadopté ces signes dans le drapeau de leur communauté, le drapeau de la communauté Kaweshkar, qui est maintenant reprend, vous voyez ici, la rouelle solaire et l'anthropomorphe, avec les trois couleurs, hein, qui les caractérisent, la mer, les glaciers et la forêt, qui sont les caractéristiques de la Patagonie occidentale. Et donc c'est maintenant le drapeau des Indiens Kaweshkar. Et là, on est en 2019, Gabriela a un peu vieilli. Et Richard Maire, qui est donc un peu notre mentor de ces expéditions, est allé à Puerto Eden et ensemble, ils ont pu voir le drapeau. Et c'était un moment assez émouvant. Voilà, les projets pour la suite, c'est de continuer les expéditions. Demain, Madre de Dios, patrimoine mondial de l'humanité, c'est un grand projet que se donne le gouvernement du Chili. Nous ne sommes que les acteurs, je dirais, de la connaissance. On amène des données qui vont nourrir ça. On en est très, très fiers et très contents. On continue à jouer ce jeu-là. Nos partenaires au Chili nous aident aussi là-dessus. Et donc, il y a cet enjeu qui est en train de naître. Il est possible que dans l'année 2019, la déclaration officielle d'intention soit lancée. Et je ne sais pas après à quel horizon ça se fera. Et je leur souhaite que ça se fasse. Voilà. Je vous remercie.